En 1972, le philosophe français Jacques Ellul a posé un diagnostic, et attention, il est radical. La révolution, avec un grand R, est morte. Dans un monde qui pourtant semble en ébullition constante, on peut se demander, mais comment c'est possible? Allez, on va plonger dans son analyse pour comprendre pourquoi, selon lui, la révolution moderne est devenue une illusion. La question est clairement une provocation, et Ellul la pose d'entrée de jeu. Partout, on voit de l'agitation, des barricades, des manifs, mais attention, il nous prévient tout de suite, il ne faut pas confondre la révolte, l'émeute et la vraie révolution. Notre enquête commence donc ici, qui, aujourd'hui, pourrait bien porter un projet révolutionnaire. Bon, on va commencer par le suspect le plus évident, le héros de toute l'histoire révolutionnaire classique, le prolétariat. Depuis Marx, c'est lui le moteur du changement. Mais qu'en est-il vraiment aujourd'hui? Alors rappelons-nous, pour Marx, le prolétariat, c'était la classe exclue par excellence. C'est sa souffrance même qui devait lui donner une conscience universelle et, en quelque sorte, la mission historique de tout mettre à plat. C'est un peu l'image d'Épinal du révolutionnaire. Sauf que, voilà, selon Ellul, le tableau a radicalement changé. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point la réalité a complètement inversé l'idéal. Le prolétaire n'est plus l'exclu, il est intégré. Son moteur, ce n'est plus la misère, mais la recherche d'un plus grand bien-être à l'intérieur du système. En fait, il est devenu un consommateur bien avant d'être un révolutionnaire. Pour Ellul, la preuve ultime, c'est mai 68, la plus grande grève générale de l'histoire de France. Et le moment clé pour lui, c'est le refus des accords de Grenelle. Pourquoi? Eh bien, pas pour exiger un changement de société, non, mais pour obtenir de meilleurs salaires, plus d'avantages. La preuve, dit-il, que la classe ouvrière ne veut plus renverser la table, mais juste une plus grosse part du gâteau. Du coup, le verdict d'Ellul est sans appel. La classe ouvrière a été absorbée par la société de consommation. Son énergie révolutionnaire s'est tout simplement dissoute dans un certain confort. Notre premier suspect est donc écarté. L'affaire est classée. Alors, si ce n'est pas le prolétariat, qui ça peut bien être? Dans les années 60 et 70, forcément, tous les regards se tournent vers un nouvel espoir, la jeunesse. Son énergie, sa colère, son refus du monde des adultes, tout ça semble en faire le candidat parfait. Pour Ellul, la jeunesse est une catégorie sociale super intéressante en fait, créée de toutes pièces par notre société moderne. C'est une sorte d'entre-deux. Ce n'est plus un enfant, mais ce n'est pas encore un adulte, avec ses responsabilités et son rôle bien défini. C'est une sorte de parenthèse, une période de latence où l'individu est avant toute chose un consommateur. C'est même le consommateur par excellence, la cible de toutes les modes, de toutes les pubs. Mais c'est un consommateur qui est aussi... Et ça, c'est le point crucial, c'est un non-producteur. Contrairement à l'ouvrier, la jeunesse est en grande partie exclue du monde de la production, elle n'a donc pas vraiment de prise sur les rouages économiques et techniques de la société. Et ça illustre parfaitement le problème. La position de la jeunesse est l'exact inverse de celle du prolétariat révolutionnaire classique. L'ouvrier était exploité au cœur de la production, alors que la jeunesse, elle, est en marge. Sa contestation, selon Ellul, reste donc largement extérieure au système qu'elle prétend combattre. Ellul va même plus loin dans sa critique. La jeunesse n'est pas une classe au sens marxiste du terme. C'est un état passager. Un jeune ouvrier et un jeune étudiant n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Leur révolte, c'est une explosion de vitalité, un cri du cœur, mais ce n'est pas un projet structuré. Ok, passons à notre dernier groupe de suspects, les intellectuels, les experts, les techniciens. L'idée, il faut l'avouer, est assez séduisante. Après tout, ce sont eux qui font tourner la machine. Cette théorie, qui vient de penseurs comme Galbraith, part d'un postulat simple. Le vrai pouvoir n'est plus dans le capital, mais dans la connaissance. Cette technostructure, comme on l'appelle, serait donc la nouvelle force capable de transformer la société, de l'intérieur. Oui mais non, pour Ellul, ça ne tient pas la route, c'est même un piège. Le spécialiste, il est peut-être puissant dans son domaine, mais il est totalement impuissant à penser la globalité. Et pire encore, il est le plus grand bénéficiaire du système. Son intérêt, ça n'est pas de le détruire, mais au contraire de le rendre encore plus efficace. Bon. Si toutes nos pistes humaines nous mènent à une impasse, c'est peut-être que le coupable n'est pas un groupe de personnes. C'est peut-être que le problème est ailleurs, dans la nature même de notre société. La question devient alors presque angoissante. Tous les acteurs traditionnels du changement ont été disqualifiés. Mais qui est donc ce coupable invisible qui semble paralyser toute volonté de transformation radicale? Et là, on arrive vraiment au cœur de la pensée d'Ellul. Le véritable maître de notre monde, ce n'est ni le capitaliste ni le politicien. C'est la technique. Attention, il ne parle pas juste des machines, mais bien d'une logique, d'une mentalité qui vise à tout organiser, tout rationaliser, tout optimiser pour une efficacité maximale. Et ce système technicien est incroyablement résilient. Il ne réprime pas la contestation, non, il la digère.
Une idée subversive, elle devient un produit culturel. Un slogan révolutionnaire, il finit dans une pub. En fait, la critique renforce le système car elle lui permet de s'adapter et de se perfectionner. C'est un processus d'absorption implacable. Face à ce constat un peu déprimant, que reste-t-il? Si le grand projet de changer la société est mort-né, est-ce que toute forme de résistance est vaine? C'est là qu'Ellul fait une distinction absolument capitale. La conclusion est brutale, il faut le dire. Le rêve d'une société entièrement nouvelle, planifiée, construite sur les ruines de l'ancienne, ce rêve appartient au passé. La vieille taupe, cette belle métaphore de Marx pour la révolution qui creuse en secret, a tout simplement cessé de creuser. Et c'est là qu'on touche au point le plus important de toute son analyse, la distinction entre les deux. La révolution, c'est un projet, un plan, une doctrine. Elle veut prendre le pouvoir pour construire autre chose. La révolte, elle, c'est un cri. C'est le refus soudain, spontané, de ce qui est devenu intolérable. Elle ne veut pas construire un nouvel État. Elle veut juste dire non. Et pour Ellul, si la première est devenue impossible, la seconde, elle, est inévitable. Et cette analyse d'Ellul, qui a quand même 50 ans, nous laisse avec cette question absolument vertigineuse. Si toute tentative de construire un autre monde est condamnée à être récupérée par le système, est-ce que la seule liberté qui nous reste se trouve dans l'explosion, dans le refus pur, même sans espoir de succès? La question, évidemment, reste ouverte.